Ben, écoute, Constant, quelle est l'importance que tu penses les encadreurs du Cameroun devraient attacher à la formulation d'une vision pour leur activité? Quand je parle d'activité, je parle pas juste de l'entraînement, mais de leur prospectus, quelqu'un qui a une école de volley. Que penses-tu que formuler une vision, tu as parlé de la vision dans un échange antérieur et tu as dit que cette vision, tu savais ce que tu voulais et rien ne pouvait t'empêcher. Qu'est-ce que tu penses quelle est l'importance de formuler une vision lorsqu'on commence quelque chose? Et comment est-ce que des entraîneurs puissent bénéficier à adopter ce genre de pratique? Écoute, moi, je ne sais pas comment je t'expliquer parce que ta question est quand même assez vague, mais ce que je vais te dire, c'est que c'est simple, Emmanuel. C'est-à-dire que tout commence par la passion. Et nous, il y a une question, hein, c'est pourquoi? Pourquoi tu entraînes? Mhm. Et, ton école de volley, c'est quoi le but? Est-ce que c'est de sortir des grands joueurs? Tu veux sortir des joueurs qui seront peut-être plus tard professionnels? Est-ce que tu veux une école de volley qui va être pérennisée dans le temps? Est-ce que tu veux sortir des bons athlètes et des hommes accomplis? Il faut juste avoir la passion. Et quand tu as la passion, ben, tu as beaucoup de patience, tu as beaucoup de persévérance, tu as beaucoup de résilience, tu as tous ces vertus-là qui feront de toi peut-être un bon entraîneur. Tu auras envie d'apprendre, Mhm. tu auras envie d'apprendre et tu auras tous ces vertus-là qui feront de toi un bon entraîneur. Tu vas aller chercher d'autres leviers qui vont venir te compléter parce qu'aujourd'hui, un entraîneur, c'est beaucoup plus complet que ce que ça avait été à l'époque. On a parlé de nutrition, on a parlé de préparation physique, on a parlé de préparation mentale. Bon, il y a beaucoup de management. Il y a beaucoup de leviers comme ça là qu'il faut activer pour devenir un entraîneur complet. Je pense que chez nous, euh, généralement, on commence des choses et de suite, on veut le résultat. Et donc, du coup, quand on atteint un certain résultat, immédiat, à court, à moyen terme, ça génère beaucoup de frustration parce qu'on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Et être un entraîneur, c'est vraiment un long, long chemin. Si tu regardes M. Prandi aujourd'hui, il a 72 ans, il est entraîneur. Là, si tu regardes les meilleurs entraîneurs du monde aujourd'hui, les plus jeunes, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment très, très forts, ils sont dans la cinquantaine. Après, c'est dans la fourchette de 60. Velasco a entraîné encore l'année dernière. Donc, c'est vraiment un long chemin où c'est un apprentissage sans cesse. Il y a des jours, je termine l'entraînement, je rentre dans ma voiture, je suis énervé, je me trouve tellement nul. Parce qu'il y a l'exercice qui n'a pas été planifié comme il fallait. Le nombre de répétitions était assez élevé par rapport à ce que je voulais. Je commence déjà à paniquer en me disant que peut-être les gars vont être fatigués le samedi. Tu vois? Alors que ça fait bientôt 10 ans que je vais entraîner. Mais il y a tellement de choses que je ne connais pas. Donc, si tu as la passion, et tu sais exactement pourquoi tu fais ce métier et ce que tu veux, si tu crées ton école de volley, ben, ta réussite va venir à la pérennisation. Plus l'école de volley va durer, plus il y aura des chances que Emmanuel, une année vient d'intervenir, Arthur, une année vient d'intervenir, parce qu'ils ne pourront pas venir au Cameroun la même année. Donc, la cinquième année, c'est Donald qui va venir intervenir. Parce que l'école a duré 5 ans. Si l'école avait duré une année, tu aurais eu peut-être des dons, des trucs pendant une année, après, il n'y a plus rien. Et si elle dure 20 ans, ben, il y aura beaucoup de gens qui vont venir, il y aura beaucoup plus d'aide, il y aura des choses qui vont se créer, il y aura des joueurs que tu vas sortir qui vont te redonner en retour. En fait, c'est la vision, c'est la passion. La clé, c'est la passion. Ok. Euh, Tu parles de passion et de vision d'une manière interchangeable. Je ne sais pas si on le dit en français. Euh, Dans la passion, je vois l'amour, et dans la vision, je vois
la direction, où est-ce que je vais aller. Oui. Maintenant, quand moi je te regarde, quand je regarde le parcours de Constant Tuassi, je vois ce que tu fais avec ton équipe, je vois ton engagement au niveau de la municipalité, qui va au-delà du volleyball. Il y a des cérémonies au niveau de la municipalité, les défilés de mode. Tu amènes, euh, tu amènes ton équipe. Est-ce que ça fait partie intégrante de ta vision? Bien Parce que ta sûr. passion de volleyball, elle est indéniable. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont la passion. Et lorsque je parle de vision, c'est où est-ce que tu t'en vas? L'importance d'avoir cette direction-là. Et pourquoi est-ce que euh, tu conseillerais quelqu'un de pouvoir établir et planifier, un entraîneur de pouvoir planifier euh, ses activités ou bien sa propre croissance par rapport à une vision individuelle qui se serait construite. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir où est-ce qu'on va? Parce que si tu sais où tu vas, ben, forcément, il y a des chances que tu ne te perdes pas, hein, Emmanuel. Donc, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que on dit à. C'est-à-dire que si tu n'as pas, si t'as pas une direction, il n'y a pas de bon vent. Tu comprends? Si tu n'as pas de direction, il n'y a pas de bon vent. Tu es un bateau, tu n'as pas de direction, il n'y a pas de bon vent, puis ça ne t'amène nulle part. L'idée ici, bon, dans notre contexte mando-mandois, que je pense qu'on peut transposer l'école de volleyball de Bachar ou de Baranté ou de Bafa, ils peuvent le transposer. Hein. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une société. Donc. C'est-à-dire qu'avoir un impact sociétal crédibilise toujours le projet du club. C'est-à-dire que quand on va entraîner, faire des sorties avec des joueurs pour aller voir des enfants handicapés, pour aller voir des enfants obèses, c'est qu'on a un impact sur la société. On a un impact comme ça là au niveau sur la société. Dans notre ville, quand on fait des défilés de mode, on parle du club, mais on véhicule quoi, une image positive. Une image positive qui va faire que derrière ça, il y aura pas forcément de retombées, je ne parle pas ça en termes de gains, mais ça va inspirer les autres. Ça va créer un engouement autour du club. Ça va permettre à ceux qui n'avaient pas la fibre sportive, qui avaient peut-être une sensibilité plutôt, je vais dire, juste sociale, de voir que les voleurs, ils ont fait des ramassages des ordures dans la ville. Ah, mais ils représentent quelque chose. Et si ces gens ont l'humilité de faire tel ou tel truc, mais c'est bien pour les gens, parce qu'on vous juge de manière globale. Donc, si tu ne veux pas qu'on juge, par exemple, l'équipe juste sur les résultats et sur le truc, il faut qu'ils aient un impact beaucoup plus grand. Parce que ceux qui donnent de l'argent, les sponsors, il y en a qui n'ont pas de la fibre du sport. Mais par contre, le fait d'aller faire une intervention dans une école de handicapés, lui, ça lui parle. Tu comprends? Si j'ai mon école de volley au Cameroun, on ne va pas s'arrêter qu'au terrain. Nous allons faire des sorties dans les écoles. Parce que dans les écoles, je peux attirer d'autres gamins. On va essayer s'il y a une fête quelque part, on va essayer de venir faire de l'initiation. Parce que là, tu vas rencontrer peut-être le préfet qui demain peut-être va te donner. Il faut créer des choses. C'est ça la vision. C'est-à-dire qu'il faut créer des choses qui vont te permettre, toi, de pouvoir. Aujourd'hui encore, j'en parlais, aujourd'hui, on paye pour faire du sport. C'est-à-dire que le sport, c'est qu'on paye pour faire du sport. Avant, on arrivait au palais de congrès, les gens y couraient. Maintenant, il y a des gens qui gagnent leur vie parce qu'ils amènent des groupes pour faire du sport. Avoir une vision, une école de volley aujourd'hui, si j'ai mon école de volley, on va payer l'inscription. Parce que si je veux que Arthur Niaf ou Antoine Couturier viennent intervenir dans mon école, il faudrait que les élèves qui se sont engagés. Le fait de payer une inscription, c'est un engagement. Ce n'est pas forcément une question d'argent. Parce que tout ce qui est gratuit, la gratuité n'est pas. Il n'y a pas d'engagement dans la gratuité.
Donc, les gens vont venir parce que c'est gratuit, ils iront, ils verront. Donc, tu auras 10 gamins, mais les 10 gamins se seront engagés. Donc, l'inscription peut être symbolique, mais c'est un engagement. Donc, tu as une école de volley, tu fais intervenir les messieurs comme M. Bellinga, vous allez dans des fêtes, vous faites des choses. Voilà, tu crédibilises comme ça ton école, tu la fais connaître et derrière, c'est pas avoir des retombées. Tu peux avoir des aides. Donc, du coup, tu es vraiment dans quelque chose de différent de ce que les autres produisent. Tu vois? Et c'est ça que j'appelle la vision, quoi. Voilà. So, ce que tu es en train de dire, un entraîneur doit être un entrepreneur aussi. C'est ça. C'est ça. Ça dit qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, surtout dans notre contexte à nous, en plus, ici encore, bon, je suis dans un petit club avec un petit bassin de pratique. Donc, il a fallu mettre en place beaucoup de choses. Euh, il a fallu que j'ai des idées, que je fasse venir Antoine, que c'est un peu, c'est différent. Dans les grands clubs, OK, il y a le manager, il y a deux adjoints, trois adjoints, il y a ci, il y a ça. Donc l'entraîneur, parfois, il se contente que du sportif. Et encore, il est plutôt en retrait. La mise en place des exercices, il y a quelqu'un qui le fait, il y a ça qui le fait. Mais dans notre contexte à nous, on doit être multifonction pour que ça marche. On ne peut pas juste se contenter de venir mettre des ballons et de mettre des exercices en place. Tu vois? Et donc, ça demande beaucoup de travail. Donc, une passion indéfectible, quoi. Sinon, tu peux pas. Tu peux pas. Il y aura beaucoup de découragement parce que les gains, tu sais, ça reste, les gains ne sont pas assez importants. Et donc, à un moment donné, tu vas commencer à te dire, oui, je travaille trop. Dès que tu commences à dire que tu travailles trop en tant qu'entraîneur, il faut que tu arrêtes. On ne travaille jamais trop. Jamais. Parce que pendant que il y a quelqu'un d'autre qui est en train de travailler et qui veut la même chose que toi. Pourquoi tu voudrais l'avoir? Et on est dans des jobs où il y a très, très peu d'opportunités de travail. Donc, avoir l'opportunité de travailler, c'est la seule chose que tu demandes. Et après, derrière, boum, tu embrasses le truc et tu es dans ton élément. Tu vois? Donc, c'est un peu comme ça. Écoutez, Antoine, Arthur, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Non, mais moi, je me contente maintenant d'écouter, je savoure, Ouais. Non, non, je non, savoure tout Constant. ce que Constant, tout ce qu'on a fait. Ouais. Puis Constant, Antoine, s'il y a une intervention, s'il te plaît, n'hésite pas à me couper. Ouais, ça Euh, marche. euh, J'écoute, je sais pas trop ce que j'ai raté en fait sur la première partie, donc ok. Constant, maintenant de notre côté, l'entraîneur, il n'est pas juste un technicien, il n'est pas juste un entrepreneur, il n'est pas juste un leader, il est aussi un membre de famille. Comment est-ce qu'un entraîneur manage cette balance entre les attentes des obligations sportives pour ceux qui ont la chance d'être professionnels et ses occupations personnelles? Écoute, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est-à-dire que je pense que ma force, c'est la solidité de ma famille. C'est ça la force. Parce que j'ai connu mon épouse quand même ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc elle m'a connu comme joueur, donc elle m'a connu vraiment encore beaucoup plus absent. Et donc elle m'a accepté comme ça. Et je pense que la manière dont elle a éduqué nos enfants, parce que je ne veux pas dire je veux pas avoir la prétention de dire que j'ai éduqué mes enfants, je leur apporte certaines valeurs qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, qui sont celles de la nature et tout ça. Mais elle a Ouais. éduqué les enfants de telle manière qu'ils ont compris l'importance que mon travail avait dans ma vie. Tu
comprends? Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est ma fille qui va me dire, papa, il faut aller faire la sieste. Mm. Tu vois? Donc, j'ai eu cette chance-là. Mais en même temps, c'est une chance et en même temps, c'est un choix. Mm. Choisir, c'est renoncer, Emmanuel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire si tu n'es pas complètement libre. Tu ne peux pas être un bon entraîneur si tu n'es pas capable de rester à 1 heure ou à 2 heures du matin dans ton bureau. Parce qu'il faut que tu rentres à la maison, faire dormir l'enfant avant de faire raconter une histoire à l'enfant avant qu'il ne se couche. Tu peux perdre quelque chose. Donc, souvent, c'est quand même un travail de grosse solitude, de beaucoup de solitude, de beaucoup de... Il y a quand même beaucoup plus je ne dirais pas de frustration, mais on est trop seul en fait. Même quand on est accompagné avec des gens, souvent on est seul parce que parfois on est dans nos pensées. L'équilibre familial, mon équilibre familial, pour parler de mon cas, vient surtout de mon épouse, qui, nos enfants sont formatés comme ça. Mon épouse, quand elle vient au gymnase, il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas qui est mon épouse, Amande, alors qu'elle vient pour les matchs. Il y a des spectateurs qui ne la connaissent pas. Mon fils, si tu me vois, mon fils, parfois on se voit plus au gymnase qu'à la maison, parce qu'à la maison, il est souvent dans sa chambre, il fait ses trucs. Et quand on se croise au gymnase, je le salue comme ça. Je lui serre la main, comme les enfants des autres, parce qu'on est dans un cadre de travail. Et là, il est Thérèse Chelsea, moi je suis Constant Chelsea, et il y a Antoine Couturier, il y a l'enfant d'un autre. Tu comprends? Et s'il n'est pas bon, il ne jouera jamais dans mon équipe. Parce qu'il n'est pas bon. Et que je veux prendre je veux prendre le meilleur, je ne le prendrai pas. Emmanuel, 100 fois, je ne le prendrai pas. Parce que, en tant qu'entraîneur, je ne peux pas faire de l'abus de quelque chose. Tu comprends? J'ai le devoir d'honnêteté. Tu ne peux pas demander ou parler de vertu ou d'esprit d'équipe ou de ceci alors que tu es le coach. Par exemple, Antoine peut témoigner, il était mon adjoint, aujourd'hui il est à 7. Il y avait des moments où il me dit, oh, on paye mes joueurs, on me paye après mes joueurs. Hein. On va me payer après mes joueurs. Parce que pour moi, c'est comme ça. Je signe toujours mon contrat en dernier alors que je devais le signer en premier. Parce que je dois signer d'abord mon contrat avant de signer les joueurs. Parfois, on m'appelle ici, on dit, bon, il faut que tu signes ton contrat et la LNB. Je ne pense même pas. Tu vois? Donc, entraîneur, c'est vraiment, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment du commitment. Mais c'est un engagement sans fin. Si tu n'as pas un bon équilibre familial, tu ne peux pas être un bon entraîneur. Parce que tu as trop de... tous les joueurs demandent de l'attention. Même le dernier joueur de ta rotation demande de l'attention. Ça fait quand même beaucoup d'attention pour beaucoup de joueurs qui viennent avec des savoir-faire moteurs différents, des savoir-être différents et des langues différentes et qui ont des attentes peut-être différentes, qui ne sont même pas en adéquation avec le projet que tu as fixé à la base. Et il va falloir quand même que l'un de ton premiers jobs, c'est qu'il faut que les joueurs soient heureux de venir aux entraînements. Déjà, c'est là où ça commence. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour la famille. Il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour la famille. Donc, le peu de temps qu'il y a pour la famille, il faut vraiment en profiter. Et si tu as la chance d'avoir une famille qui te soutient, c'est beaucoup mieux. Sinon, tu vas te retrouver seul. Et la plupart des entraîneurs sont souvent divorcés, sont séparés, la plupart. Et si tu regardes les grands entraîneurs qu'on connaît peut-être dans le foot, pour ne pas citer, tu vas remarquer que tous ces grands entraîneurs les ont un équilibre familial très, très solide. Parce que c'est la clé, en fait. Ah, merci de partager cet aspect. Et il y a un modèle de leadership qu'on appelle le servant. C'est le leader qui sert. C'est une philosophie de leadership qui veut que la vertu première, c'est de pouvoir mettre
les personnes dont tu as la charge au-devant de toi. Et ton intérêt, c'est de pouvoir leur faire réussir au-delà de ta réussite. C'est un peu comme le guide qui amène des personnes en montagne. Et je pense que c'est de cela que tu as parlé lorsque tu parlais d'être payé en dernier. Parce que tu parlais de ton souci premier, c'est de pouvoir créer un cadre où tes joueurs vont s'épanouir. Tu parlais de l'équilibre familial et puis des valeurs d'intégrité. Mon fils, s'il n'est pas compétent, il ne, il ne voit pas le terrain. Et je pense que ça va au-delà de l'entraînement même. C'est des valeurs qui définissent le leadership. Euh, Constant, comme conclusion, quel est ton, quel est ton espoir pour le volleyball au Cameroun et pour l'entraîneur en particulier? Écoute, moi je pense que le volleyball au Cameroun, c'est on n'a pas, tu vois, on est vice-champion d'Afrique, on est champion d'Afrique chez les filles, on est médaillé d'argent d'un côté, on est médaillé d'or de l'autre, et on n'a pas exploité 60, on a 60% de nos possibilités. On a beaucoup de choses qu'on peut créer chez nous. On peut créer un centre national. C'est-à-dire que la fédération, plus tard, pourrait avoir ses locaux. Tu vois, avec ses bureaux, un gymnase, c'est un gymnase comme l'Iberman, ce qu'il y avait à Ombe, tu te rappelles, un peu plus grand, avec quelques dortoirs où on peut faire des stages. Ouais. Voilà, où on peut faire des stages. Et donc, ça signifie on aura un outil de travail qui serait intéressant avec une salle de musculation. Là, il y aura les bureaux de la Fédé. Ça signifie que si tu veux faire une photocopie, tu vas y faire. Et ensuite, c'est vraiment ça mon rêve. C'est-à-dire qu'on ait un outil de travail vraiment en adéquation avec nos ambitions. Et ensuite, pour l'entraîneur, c'est que oui, qu'on ait des entraîneurs qui soient mieux formés, tout simplement. C'est-à-dire qu'on parlait des visions tout à l'heure, il nous faudrait des diplômes fédéraux avec des encadreurs qualifiés qui chapeauteraient, qui feraient la mise en place de ces diplômes-là pour que voilà, tel diplôme montre que tu as tel cursus de formation. Ça ne veut pas forcément parler de compétences, mais ça parle de cursus de formation. Donc, c'est vraiment ça mon rêve pour le futur. Parce que si on veut faire un petit peu le parallèle avec Cuba, et les Cubains ne sont pas plus riches que nous. Hein. Ils ne sont pas plus riches que nous. Mais ils ont une vraie politique sportive. Ils ont des experts. Ils font venir des experts. Et ils essaient de s'améliorer tout le temps. Et ils sortent des athlètes incroyables. Si on veut que parler que du volley, il y en a partout. Les meilleurs joueurs du monde sont les Cubains, mais ils ne sont pas plus riches que nous. Pourquoi ils le font? Nous avons les mêmes profils. Nous avons les mêmes profils, c'est uniquement parce que peut-être chez eux, il y a la formation peut-être beaucoup plus avancée que ce que nous on peut faire chez nous. Je pense que c'est ça mon rêve pour notre volley, c'est qu'on ait un volley à plein essor, c'est notre sport, on aime ça. Et que ça continue à progresser et que chez nous, il y ait aussi, c'est-à-dire que des échanges entre des entraîneurs, qu'il y a des passerelles qui se créent, qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place, qui nous permettrait peut-être que plus tard de devenir encore une nation forte. C'est-à-dire que gagner la Coupe d'Afrique des Nations pour l'équipe de volley, ça ne me meut plus. On a gagné ça en 88, je ne sais pas, vous avez gagné ça à Port-à-Coup, ça ne me meut plus. Pourquoi? Je suis content. Attention, je suis content. Mais c'est plus du genre, waouh, tu vois? Parce que aujourd'hui, je me dis, avec
belles prestations que les garçons ont fait en 2010, je me dis, oui, aujourd'hui, on devrait déjà être un peu comme la Tunisie, en train de taquiner la VNL. Voilà, on devrait déjà être un peu à ce niveau-là. On devrait déjà avoir des athlètes un peu dans les meilleurs championnats européens et mondiaux. On devrait avoir, c'est-à-dire qu'un bassin de joueurs sélectionnables pour l'équipe nationale beaucoup plus important, avec des débats parce qu'on estime que l'un mérite de jouer plus que l'autre parce qu'il y en a tellement. Donc, voilà. Il y a quelques années, Port et Fab se retrouvaient en demi-finale de la Coupe d'Afrique de la Champions League et jouaient le match pour la petite finale. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, ça signifie que par rapport à ce qui se fait maintenant, qui est vraiment pas mal au niveau de notre représentativité, je parle notamment des filles au niveau des grandes compétitions, à côté de ça, il y a une marge de progression énorme qui pourrait encore nous faire passer des paliers. Donc, voilà ce que je peux dire. Il faudrait qu'Antoine parle parce que je l'ai fait venir, justement parce qu'on parlait de... Emmanuel parlait tout à l'heure, on parlait de partage tout à l'heure et de comment, voilà, je pense qu'Antoine il peut vous dire un petit peu, il peut parler de moi aussi, de comment on s'est rencontrés, de comment je travaille. Il peut vous dire de comment j'ai été dur avec lui aussi. Je pense qu'il peut vous dire un peu parce que lui pourra vous dire un petit peu comment je suis peut-être avec mes joueurs, c'est-à-dire que voilà, comment j'étais aussi avec lui par rapport à peut-être il aura peut-être une version un peu différente et il pourra brosser un portrait différent de ce que moi je peux dire. Oui, Antoine, pour une question pour toi, comment tu penses que Constat a contribué à ta croissance en tant qu'entraîneur? Bah, écoute, je sais pas comment dire. Je pense que je l'ai entendu parler un peu tout à l'heure de Marc sur la sélection. Bah, pour le coup, il a été comme Marc pour lui, pour moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré voilà, un entraîneur qui était au-dessus, qui avait sa vision et qui voulait aller chercher le haut niveau. J'ai eu la chance de vivre l'ascension. On a fait 4 ans ensemble. Ça a été quatre très belles saisons. Et du coup, bah, je vais rebondir aussi sur ce qu'il a dit tout à l'heure concernant la longueur et la patience qu'il faut avoir en étant entraîneur. Parce que Mande, moi j'ai connu Mande quand j'étais plus jeune, quand il venait jouer dans mon club d'origine et que voilà, ça végétait un peu, quoi. Et Constant, il a petit à petit a mis son projet en place avec son ambition personnelle et sa vision pour le club. Et ça, c'est énorme, quoi, parce qu'au final, ça a marché. Donc on a fait, ouais, voilà, en 4 ans, ça a été vraiment, vraiment top de voir bah, les évolutions individuelles, les évolutions qu'il a amenées, comme tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, qu'il a amenées dans la ville et autres. Enfin, non, là-dessus, moi, il m'a beaucoup apporté. Après, le fait de le rencontrer, ça a été aussi pour moi, hein, personnellement, on va dire, réussir à mettre des mots sur une philosophie et une vision. Mhm. Parce que je trouve que, en fait, que j'avais un peu la même vision que lui, enfin, du volet, ouais, je sais pas comment le dire, quoi, ouais, du volet en général, on va dire. Et c'est lui, par les mots, par la mise en place un peu plus structurée des entraînements, la vision du travail et tout, enfin, qui moi, m'a permis d'un peu plus structurer mes idées dans ce sens-là. Après, sinon, je pense que ouais, c'est long pour le devenir. Je sais pas comment était Constant en tant que joueur, mais c'est vrai que, enfin, voilà, il reste leader.
C'est un très bon entraîneur pour moi et je dirais que c'est la politique de la main de fer dans le gant de velours. Ah, ok. Ça, c'est très bonne image. Euh, une autre question pour toi, Antoine. Euh, Comment est-ce que, lorsque tu te vois en train de conduire tes séances d'entraînement, comment est-ce que tu vois l'influence de Constance sur ta pratique? Et ça, c'est aussi avec tes autres entraîneurs, tant bien qu'avec tes joueurs. Ben, en fait, des entraîneurs, c'est là où c'est bien d'échanger et Mhm, ça c'est sûr que c'est essentiel. Maintenant, je mhm, dirais que même c'est même mieux et comment dire plus enrichissant de suivre quelqu'un sur une durée. Au final, on apprend plus mhm, que juste de parler ou de dire tiens mhm, moi je fais ci, moi je fais ça. C'est vrai que là au moins on voit une évolution. Après les exos que Consti a proposé, bon j'avoue que j'en ai repris quelques-uns, mhm, mais euh, mais il faut moi surtout ce qui m'a apporté là pour le coup, c'est que c'était des choses que j'avais vues il y a longtemps quoi. mhm, C'est-à-dire que le volley à un certain niveau en fait c'est essentiellement de la répétition et comme Constant aime à le dire, c'est un orchestre, quoi. C'est de la musique. Il faut que tout soit réglé et que ça coule de source, quoi. Et ça, c'est vrai que, enfin, moi, j'avais un peu de mal là-dessus parce que j'aime bien créer les choses. mhm, Et ce côté-là où bah, c'est quand même nécessaire de, par moment, de découper ou de. Enfin, là, en tête, j'ai le travail du bloc mhm, où ben voilà, il y a quand même une phase d'analytique qui est nécessaire et voilà, et après on passe au jeu. Mais après non, moi enfin ce que je te disais c'est tout ce qui est manip de balle, moi j'en faisais beaucoup parce que j'adore ça et je trouve ça très intéressant et très important. Donc mhm, après le fait que Constant en fasse beaucoup sur ses entraînements et au long de la saison, ben ça voilà, moi ça m'a conforté dans ma vision des choses. mhm, Donc après, je pense que lui, il a pris quelques manips que j'ai faites et moi j'ai pris quelques manips qu'il a faites. Après, il y a des manips qu'on connaît tous. mhm, Et non, vraiment, c'est plus sur ouais, la gestion, la création des exos, parce que c'est pareil, ce qui était intéressant aussi, mhm, c'est qu'à un moment donné, je suis l'équipe avec lui, on se voit dans son bureau et je suis là pour sur le moment où il prépare son entraînement. Et c'est là, en fin de compte, où c'est le plus intéressant. C'est de se dire, ouais, alors, j'ai ce problème-là. mhm, Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pallier à ce problème-là? mhm, Et voilà, et avoir ce raisonnement, enfin, avoir ce raisonnement, se dire, bon, on va partir là-dessus. Ouais, mais on peut encore le bonifier. Donc ça, c'est pareil, Consti, c'est un acharné de travail. Mais bon, je pense que c'est nécessaire aussi dans notre profession, hein. mhm. Mais je veux Ouais. dire, je me souviens, une fois, on parle d'un exo, et puis une heure après, on se rappelle, ouais, ah, ce serait peut-être mieux de le faire comme ça. Hop, il a évolué. Puis on arrive en tout début d'entraînement, hop, il a évolué. Au cours de l'entraînement, tiens, il y a eu une adaptation parce que il y en a un tel ou un tel qui est pas trop, qui est pas dedans aujourd'hui ou il y a un petit truc qui fait que. Bon. Donc non, c'est pour moi c'est ça le plus intéressant, hein. C'est vraiment se dire, tiens, j'ai ça. Qu'est-ce que je veux voir? Comment je peux faire pour le faire changer, pour voir une évolution. Merci beaucoup, Antoine. On a 4 minutes. Je vais essayer de clôturer. Constant, déjà, merci de nous offrir ton temps et de partager de ton expérience et de ta sagesse, de ton humilité avec nous. Moi,
il y a une image qui me marque toujours de toi. Je pense qu'on jouait une Coupe du Cameroun et on avait on avait l'ascendance sur ton équipe. Et je pense qu'on avait une meilleure équipe au niveau du papier. Mais tu as dit un mot, on va le gagner. Pour moi, ça m'a toujours marqué parce que c'était quelqu'un qui était dans la difficulté, mais a gardé l'espoir. Et je pense que moi, quand je te regarde, c'est cette image que j'ai. Le gars qui trouve toujours la lumière, même au niveau, dans l'adversité. Et pour moi, où, euh, euh, où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Pas le Et fruit du hasard. c'est pas le fruit du hasard, bien dit. Ouais. Et je pense que ce serait une perte pour beaucoup d'entre nous de ne pas pouvoir venir boire à la source, à ta source. Euh, donc, pour moi, pour nous, c'est une richesse de t'avoir et je pense que je n'hésiterai jamais de venir exploiter cette richesse qui est en toi. Donc, encore Ouais. merci. Merci Arthur aussi de ton temps. Il est tard chez toi. Ouais, Emmanuel, merci à toi. Je vais juste vite fait dire quelque chose qui me tient à cœur, qu'on ne fait pas au Cameroun, parce que nous on parlait d'entraînement. Mhm, Les entraîneurs chez nous doivent planifier. mhm, Ils doivent tout le temps planifier. Ils doivent périodiser. mhm, C'est-à-dire que chez nous, on ne calcule pas la charge de travail. Pour la mhm, construction d'un athlète, il faut toujours calculer la charge de travail. Donc, volume, intensité, densité, fréquence. mhm. C'est trop important. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on essaie de travailler pour faire évoluer nos athlètes. Voilà tout ce que j'avais à dire avant que ça ne se coupe. Et je te Ok, remercie. de rien. Et on peut Ok. continuer si vous êtes disposé. Vous cliquez juste sur le lien, mais la partie formelle, je pense qu'elle est achevée. Merci beaucoup.